Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes écrivain, philosophe, réalisateur de documentaires, auteur de Nuit Blanche, c'est votre dernier livre chez Grasset. Vous avez toujours milité pour une solution à deux États. Et pourtant, alors qu'Emmanuel Macron a reconnu officiellement hier l'État de Palestine, vous dites que ce n'était pas le moment. Ah ouais. J'ai toujours été pour cette solution, sauf aujourd'hui. Pourquoi? Sauf maintenant. Pourquoi? Parce que le message que vont entendre les Palestiniens, que vont entendre les gens de la région, sera le suivant. Tant qu'on négociait, tant qu'on était des good guys, tant qu'on était des hommes de paix, les Occidentaux faisaient la sourde oreille, ils s'entendaient pas. Ça marchait pas, c'était jamais comme il fallait. C'était jamais le bon moment. À partir du moment où certains font le 7 octobre, brusquement tout le monde s'affole, et brusquement on dit ah oui d'accord, mais naturellement 5 sur 5, mais oui voilà l'État. Donc en gros, le faire maintenant, c'est pas un cadeau au Hamas, ça veut dire que le terrorisme paie, que le terrorisme ça marche. Et ça, c'est le message qu'on essaye, que les gens de raison essaient de conjurer depuis 50 ans. C'est ce qu'on disait, moi, dans ma jeunesse, à l'époque de Jean Genet, ou à l'époque du dernier Jean-Paul Sartre, on disait le terrorisme est l'arme des pauvres. On disait le terrorisme, c'est l'argument suprême. Et je me rappelle, il y a eu des grands débats pour casser cet argument-là. On y revient. On revient à l'idée que le terrorisme est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on souhaite. C'est de fait ce qui est dit implicitement. Tant que les Palestiniens s'asseyaient à la table de négociation, on ne les entendait pas. Attendez, ni président Macron, ni président Hollande, ni président Sarkozy, que je sache, personne palestinien dans les 10 dernières années. Mais Bernard-Henri Lévy, vous avez entendu les mots d'Emmanuel Macron hier. Il a dit « Nous reconnaissons aujourd'hui l'État de Palestine pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien ». Oui, mais c'est un bout de conversation que j'ai eu avec lui, puisqu'il a fait, il vous a reçu. Il m'a fait l'honneur avec d'autres intellectuels de me recevoir et de nous écouter. Au début du mois. Au début du mois, je lui ai demandé, et je n'ai pas eu de réponse, en quoi ça aidera la paix? Quelle est la mécanique? Quel est le levier, comme on dit, qui fait qu'on va, depuis l'événement d'hier soir aux Nations Unies, à obtenir la paix? Obtenir la paix, ça veut dire deux choses, Apolline de Malherbe. Ça veut dire ramener les otages, et ça veut dire arrêter les combats. Hein, ramener les otages, ça c'est si le Hamas acceptait de libérer les otages, Israël n'aurait plus de justification à une poursuite de la guerre. Ça s'arrêterait. Il n'aurait plus de raison, n'aurait plus de raison. Et ça, Israël, même les pires des ministres de Netanyahou n'ont jamais remis en cause ça. C'est que le jour où les otages, en tout cas, s'il en cause, ce serait indigne. Pour que l'arrêt s'arrête, pour que la guerre s'arrête, il faut que les otages reviennent et il faut que le Hamas capitule. En quoi est-ce que cette reconnaissance formelle d'un État palestinien va aider à ce que le Hamas capitule, et en quoi est-ce qu'elle va aider à ce que les otages reviennent? C'est ça les deux questions. Vous avez Mahmoud Abbas hier qui, immédiatement après cette reconnaissance officielle de l'État de Palestine, a officiellement condamné les attaques du Hamas du 7 octobre contre Israël et a exhorté le Hamas à rendre les armes. Est-ce l'une des premières conséquences et est-ce que vous la saluez? C'est une des premières conséquences. Je veux bien la saluer, mais deux observations. Un, ça fait quand même 2 ans que Mahmoud Abbas aurait pu condamner le 7 octobre, franchement. Il aurait pu au moins avoir, je ne sais pas, le cri du cœur, le cri d'horreur, l'indignation morale élémentaire qui fait que le samedi 7 octobre à midi, le dimanche, il aurait pu le condamner. Attendre 2 ans, presque 2 ans, dans un bras de fer diplomatique avec la France, parrainé par le Qatar, pour dénoncer l'horreur du 7 octobre, quel cœur sec, au minimum. Et quant à appeler le Hamas à désarmer, le Hamas à désarmer, à rendre les armes. Quel pouvoir en a-t-il? Il s'est fait chasser, hélas, il s'est fait chasser il y a 20 ans, il y a 18 ans, ou 19 ans, de Gaza par les armes, par le Hamas.
Aujourd'hui, 20 ans ont passé, il est de plus en plus impuissant politiquement, de plus en plus corrompu, de plus en plus vieux. Vous voyez Mahmoud Abbas gronder le Hamas et obtenir que le Hamas désarme? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui devrait se passer, en tout cas? Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Hélas, la continuation de cette horreur qu'est cette guerre, et la continuation du calvaire pour les otages, et la continuation du calvaire pour les civils palestiniens. C'est ça qui va se passer. Qu'est-ce qui devrait se passer? C'est que la communauté internationale, les grands pays démocratiques, fassent enfin ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire pression, pas sur Israël, ou pas seulement sur Israël, pression sur l'autre côté, pression sur l'Égypte, pression sur l'Iran, pression sur la Turquie, pression sur le Qatar, pour qu'ils arrêtent de soutenir le Hamas, pour qu'ils étranglent le Hamas, pour qu'il n'y ait plus un sou, un dollar, ce que vous voulez, qui passe dans Gaza. Ce qu'on n'a jamais essayé, c'est ça. Les pressions sur Israël, on a tout fait, tout essayé. Pression sur le Qatar et sur les autres qui sont eux-mêmes capables de faire pression sur le Hamas, ben ça n'a pas été tenté. Moi, ma suggestion, c'est de tenter ça. De tenter ça. Il y a une autre quand même condition affirmée par Emmanuel Macron pour l'ouverture éventuelle d'une ambassade. Il dit qu'il n'ouvrira une ambassade de France en Palestine qu'à la condition de la libération de tous les otages et d'un cessez-le-feu à Gaza. Oui, c'est la moindre des choses, naturellement, c'est la moindre des choses. Et c'est en effet ce qu'il a dit aux quelques intellectuels qu'il avait rassemblés il y a quelques jours. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est même pas imaginable. Moi, vous savez, c'est la première fois que je suis en désaccord avec le président Macron aujourd'hui. Pour moi, c'est un moment, c'est un moment bizarre parce que j'ai voté pour lui une fois, j'ai voté pour lui 2 fois, je l'ai béni de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire en Ukraine. Je l'ai béni quand il a déclaré que dès 2019, que la forme nouvelle de l'antisémitisme, c'était l'antisionisme. Il est le premier président de la République à avoir dit ça. Que la forme nouvelle de l'antisémitisme qui ne veut pas dire son nom, qui veut se déguiser, qui veut passer en fraude, il dit antisionisme. Il est le premier président à l'avoir dit. C'est formidable. Là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis en désaccord parce que je ne comprends pas ce qu'il fait et ça me chagrine. Et la question des conséquences, à la fois là-bas et en France, on va y revenir dans un instant. Mais lorsque Benyamin Netanyahou, le même jour, dit que la reconnaissance de l'État palestinien n'arrivera pas, et qu'il précise même, nous avons, je cite, doublé les colonies juives en Judée et en Samarie, est-ce que vous condamnez également cette attitude-là? Évidemment. Je condamne absolument le doublement, et même pas le doublement, l'augmentation, je la condamne depuis longtemps, des implantations juives en Cisjordanie, naturellement que je la condamne. Lorsque des ministres issus du gouvernement israélien disent qu'il faut annexer Gaza, vider Gaza de sa population, comment est-ce que vous qualifiez ces termes? Vider Gaza de sa population, j'ai été le premier, je crois, à l'écrire. Vider Gaza, ça s'appelle de l'épuration ethnique. OK? Bon, l'épuration ethnique, moi, ça me fait horreur. Je l'ai condamné en Bosnie-Herzégovine quand on voulait épurer ethniquement les musulmans. J'ai condamné, c'est pas aujourd'hui que je vais avoir quelque indulgence à l'égard de ça. C'est horrible. Et les projets à la Trump qui consistent non pas à les renvoyer de force, mais à vider autrement et à faire une Riviera, etc., je trouve ça dégueulasse, je trouve ça honteux. La question n'est pas là, bien sûr. Et j'espère de toute mon âme que les gens qui disent ça dégageront dans un an aux prochaines élections israéliennes et qu'il y aura un gouvernement décent pour leur succéder. En France, les soutiens les plus manifestes hier venaient de la gauche, les condamnations venaient plutôt de la droite, et y compris du bloc central. Quelqu'un comme Christian Estrosi, proche pourtant soutien aussi d'Emmanuel Macron, a condamné. En France, ce sont donc 86 municipalités qui ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie, alors que c'était officiellement interdit. Comment est-ce que vous voyez ce geste ? Écoutez, c'est un geste qui témoigne de la corruption des esprits, quoi. Les gens ont la tête à l'envers, les gens ne comprennent plus rien. S'ils ne comprennent pas que mettre ce drapeau-là, aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui,
au fronton de leur mairie, pavoiser les mairies de France avec ce drapeau-là, c'est le soutien à des gens qui, tantôt le Hamas sont des pogromistes, tantôt l'autorité palestinienne telle qu'elle est, c'est des gens qui donnent des pensions à vie aux pogromistes. Parce que le gentil Mahmoud Abbas, faut pas oublier, il écrit des lettres aux dirigeants occidentaux, ok, des lettres en anglais. Mais après, de l'autre côté, quand il parle aux Palestiniens, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il y a un terroriste, un kamikaze, quelqu'un qui se fait tuer au combat ou qui se fait sauter, il pensionne la famille à vie, comme un encouragement. Donc, le vrai problème, le drapeau palestinien ne deviendra un drapeau respectable que le jour où l'autorité palestinienne aura fait sa mue intérieure, sa révolution culturelle, le jour où elle aura fait litière de son propre passé de folie. Il faut qu'ils arrêtent avec l'idée que la loi du retour, que Israël est illégitime, que de toute façon il faut attendre et que ça va finir comme le royaume des croisés. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin ? Je veux dire même personnellement, Bernard-Henri Lévy. Comment vont aujourd'hui, vous disiez que vous aviez été reçu avec d'autres intellectuels juifs par Emmanuel Macron à l'Élysée. Comment vont les juifs de France ? Mais je peux pas vous dire. Moi, je suis, comment vous dire, je suis privilégié. Je vis pas. Mais il y a des quartiers de Paris où je vais parfois, parler, où j'ai des copains, où les Juifs de France vont très mal. C'est pas des quartiers où je vis, mais où ils ont peur, où ils cachent leur kippa, etc. Enfin, l'antisémitisme a pris en France des proportions dévorantes. C'est devenu une passion mondiale. C'est devenu presque une religion. C'est devenu une passion, un mot de passe et une religion planétaire. Ça veut dire quoi un mot de passe ? Ça veut dire que désormais c'est une forme de solidarité pour se reconnaître contre les Juifs ? Oui, se lorsque vous voyez fraterniser. Ces groupes WhatsApp dans les universités, pour ou contre les Juifs ? Oui, c'est une manière de faire communauté, c'est une manière de fraterniser. Voilà. Ça, c'est l'antisémitisme porté à son incandescence. Donc je suis évidemment très très inquiet de cela. Je vois des amis autour de moi, des Juifs de France, dont les familles ont fait la France, dont les familles ont contribué à l'élaboration du contrat social à la française, qui songent à quitter la France, qui songent voilà. Mais ça, c'est pour mon pays, pour notre pays, c'est quelque chose de terrible, et ils y songent vraiment. Et les Juifs, vous savez, là. Comme disait un ancien Premier ministre, Manuel Valls, la France sans les Juifs, c'est pas la France. Parce qu'ils ont fait le contrat social, parce qu'ils ont contribué à l'invention de la langue française, parce que les rois de France étaient couronnés au nom de David et de Salomon. Et vous dites qu'il pourrait y avoir une France sans Juifs ? Vous la voyez venir ? En même temps, non, parce que les institutions républicaines tiennent, parce que la police française est magnifique sur ce sujet-là, parce qu'elle ne transige pas, parce que la justice, je crois, est en train de prendre la mesure des choses et prend ça très au sérieux. Donc, heureusement, ça c'est la grande différence avec les années 30. Les années 30, les institutions avaient explosé sur ce terrain-là. Aujourd'hui, elles tiennent bon. L'administration française, donc. Tant qu'il y a ça, moi c'est ce que je dis à mes camarades ou à mes amis qui songent à partir, je leur dis non. C'est aux antisémites de partir, c'est pas à vous de partir, c'est pas à vous de quitter ce pays magnifique que vous avez contribué à façonner. C'est à eux, les crétins antisémites qui mélangent tout, etc. Bernard-Henri Lévy, cette nuit encore, étrange théâtre dans le ciel de Copenhague et d'Oslo qui ont été survolés par des drones. On ne sait pas pour l'heure s'il s'agit de drones russes, mais les aéroports ont été obligés d'être fermés pendant 4 heures. Des drones qui semble-t-il étaient des drones au minimum professionnels. Le pouvoir au Danemark dit que ce survol de drone a été mené par quelqu'un, je cite, de compétent. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un amateur. Ça intervient évidemment après que le ciel polonais d'abord, puis estonien, ait été roumain survolé comme une provocation par la Russie. Suivi de quelles conséquences ? Pour l'instant, il faut qu'on ait la confirmation de Copenhague, mais pour l'instant, pas grand-chose. Pas de conséquences non plus à l'appel de la présidente de Moldavie cette nuit, qui dit qu'elle a des preuves extrêmement documentées, que
que des tentatives de stabilisation sont à l'œuvre dans son pays. Il n'y a pas de conséquences. Mais il n'y a pas de conséquences depuis 3 ans. Attendez, les gens sont tous focalisés sur le sujet précédent dont nous parlions, sur l'Ukraine. C'est pourquoi je voulais aussi vous en parler ce matin, parce que pendant ce temps-là, la guerre en Ukraine se poursuit, voilà, et il y a la guerre, parce que les provocations il y a la guerre en Europe. sont il y a la guerre en Europe depuis 3 ans. Il y a un pouvoir qui est le pouvoir russe qui a déclaré la guerre à l'Europe, dont le but n'est pas l'Ukraine. La Russie, c'est le plus grand pays d'Europe, le plus grand pays du monde. Pensez bien qu'il se fout éperdument de ces quelques kilomètres carrés du Donbass. Le but de Poutine, c'est pas le Donbass. Le plus grand pays qui va jusqu'à la Chine, il ne se bat pas pour Donetsk, non, il se bat pour autre chose. Il se bat en effet, son but de guerre, il est en Europe, d'une manière. Alors les gens disaient jusqu'il y a quelques mois, ah oui, mais il va jamais. On voit qu'il y est. La Roumanie, l'Estonie, peut-être Copenhague. À quoi joue la Russie aujourd'hui et est-ce que notre réponse est une réponse de guerre froide? Est-ce qu'elle devait être plus active? C'est une réponse de gens qui ne sont pas préparés. C'est une réponse de gens qui en sont, hélas, à quel retournement de l'histoire, à demander aux Ukrainiens leur aide, parce que c'est ça qui est en train de se passer. On s'aperçoit que pour contrer les drones, on n'est pas équipé. L'armée française ou les armées européennes n'ont pas ce qu'il faut. Ceux qui sont équipés, c'est les Ukrainiens, qui sont la meilleure armée d'Europe, qui sont l'une des meilleures armées du monde. Donc on en est à être stupéfié par cette intrusion du risque de guerre dans cet espace européen que l'on pensait vacciné contre la guerre. On pensait que la guerre, c'était fini, que c'était un mauvais cauchemar. Sommes-nous nous-mêmes désormais, Français, mais aussi nos voisins, dans une forme de guerre froide? Guerre froide, c'est le minimum. Mais quand des drones survolent vos terres, quand ils arrivent si c'est le cas à Copenhague, à 1200 ou 1300 km de Paris, c'est plus tout à fait de la guerre froide. Vous savez, on est à un battement de cils du jour où le drone en question, il sera... Qu'auriez-vous aimé voir comme réaction européenne? Écoutez, moi, il me semble que... un avion qui survole un pays de l'OTAN, un avion hostile, animé par des intentions hostiles, envoyé par un président qui crie soir et matin que son ennemi c'est l'Europe. Celui-là, il faut le détruire. Mais c'est quoi le détruire? Il faut détruire quoi? L'avion. Il faut pas l'accompagner poliment à la frontière de l'espace. Enfin, mais alors, c'est une forme de déclaration de guerre. Déclaration de guerre, c'est l'avion armé, doté, armé, qui survole votre territoire. Vous lui lancez une sommation, 2, 3. À la 4e sommation, il est toujours là, avec sa charge, avec son missile. C'est ça qui s'appelle la déclaration de guerre. Quand la Turquie, jadis, il s'est passé ça il y a 10 ans, pile 10 ans, entre la Turquie et la Russie a joué à ce jeu-là. Erdogan, et Dieu sait, j'ai pas de sympathie pour Erdogan, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, il a dit non une fois, il a dit non 2 fois. À la 3e fois, Poutine a recommencé, Erdogan a demandé qu'on tire sur l'avion. Il n'y a plus l'avion russe. C'était terminé. Donc notre réponse n'est pas à la hauteur des provocations? Pour l'instant, elle n'est pas à la hauteur des provocations. Alors bon, j'espère qu'elle le sera. Je crois que les états-majors de l'OTAN travaillent, carburent. Il y a là des gens formidables qui sont en train d'élaborer les scénarios à une vitesse extrême. Les Ukrainiens, qui eux sont drôlement formés, nous aident. Je sais qu'il y a des conversations en ce moment entre militaires ukrainiens et militaires otaniens avec des partages d'expériences. Donc la réponse sera à la hauteur. Mais pour l'instant, non. On n'a tellement pas voulu voir qui était Poutine. On a tellement pas voulu voir quelles étaient ses intentions. On a tellement nié le réel que quand le réel vous tombe sur la tête, vous êtes assommé. Vous êtes très inquiet, Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui de l'état du monde, plus que vous ne l'étiez auparavant? Bien entendu, je suis inquiet à cause de tout ce dont nous avons parlé à propos de Gaza, qui est horrible, moi qui m'empêche de dormir, déjà que je ne dors pas bien. Inquiet parce que cette guerre en Ukraine, je crois qu'on la sous-estime depuis 3 ans, et puis inquiet parce qu'il y a à la tête du navire occidental, à la tête du monde libre, un personnage, Donald Trump, dont je ne suis pas sûr qu'il soit encore amoureux des libertés, dont je ne suis pas sûr qu'il soit à son aise dans cet habit de champion des valeurs occidentales qui lui incombe, comme il incombe à tout président des États-Unis. Donc ça, c'est terrible. Quand le capitaine vacille
quand le capitaine ne sait plus où est le nord, quand le capitaine sait pas, quand il reçoit l'ennemi à Anchorage, quand il ne sait pas s'il doit l'applaudir ou s'il doit Refuser de lui serrer la main ou l'embrasser. Là, on se dit que le monde libre a perdu le cap. Alors, d'un côté, des forces adverses puissantes, la Russie, l'islamisme radical, l'Iran et d'autres, et de l'autre côté, une patrie, un Occident, c'est-à-dire ce vers quoi tous les femmes et tous les hommes libres du monde se tournent, les femmes iraniennes, qui vacillent. Hein, d'un côté, la force et le revanchisme, et de l'autre côté, le vacillement, ça donne un monde qui donne le vertige. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir répondu à mes questions ce matin.